Bienvenue à Emidia. Désolé pour ce quart d'heure au Savoyard de retard. Nous sommes ravis de vous accueillir à Chamonix pour ces rencontres pendant 2 jours. Et je tiens à préciser dès maintenant que je suis ravi de partager ce plateau avec Gabriella qui est à mes côtés. Moi aussi, je suis très contente d'être là et d'ouvrir cette belle journée de partage de travaux avec les enseignants pour aujourd'hui. Et puis demain, ce sera avec les élèves. Donc je suis Christophe Baude, je travaille à la direction de la culture et du patrimoine au département de la Haute-Savoie et je m'occupe de l'unité éducation artistique et culturelle qui notamment porte un projet européen. Et je voulais vous préciser que si nous partageons ce plateau avec Gabriella, c'est pour illustrer aussi très concrètement l'origine de cet événement auquel nous vous accueillons, Emidia, qui est en fait un projet coopératif transfrontalier qui a démarré en 2018 et se termine cette année sur les territoires de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie. Depuis 2017, les 2 collectivités sont associées pour porter de manière inédite un projet dans les collèges en particulier qui porte sur l'éducation aux médias et à l'information, le thème qui nous réunit donc pendant 2 jours. Et ce projet a eu lieu sur un territoire très défini. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas le plus intéressant de la journée, mais le fait que nous soyons à Chamonix eh bien, symbolise encore une fois, ce territoire particulier d'action qui a accueilli notamment des résidences de journalistes de 2018 à 2022. Mais qu'est-ce que ce projet parcourt? Peut-être vous ne connaissez pas dans les détails ce projet. Je vous rassure, je ne vais pas tout vous raconter. C'est un projet d'échange, de partage, de rencontre autour du thème de la montagne, des métiers de la montagne et des médias. Il se concrétise à travers différentes activités, donc des résidences de journalistes qui ont fait, disons, la plus-value de ce projet, des journalistes qui sont intervenus dans les classes, qui ont formé les élèves à l'utilisation des médias, puis il y a eu des sorties, ce qu'on a appelé des chantiers engagés. Les élèves sont allés interviewer des professionnels des métiers de montagne, des artisans, mais des guides, des agriculteurs. Et ces rencontres ont donné lieu à différentes productions, des articles, des podcasts, des vidéos que vous pourrez voir, visionner pendant les pauses dans la salle de consultation à l'entrée du palais de congrès. Et il y avait aussi des moments de rencontre entre les élèves, les écoles des 2 territoires, des rencontres transfrontalières, des rencontres entre enseignants. Et malheureusement, on a pu réaliser ces rencontres uniquement au cours de la première année. La Covid est passée par là. Et donc, tous ces moments de partage qui étaient prévus n'ont pas eu lieu. Bien évidemment, les journalistes, les enseignants ont continué à travailler avec les élèves en utilisant les technologies, ce qui a donné des produits, exemple des carnets de confinement à travers lesquels les élèves ont pu raconter leur expérience de confinement. Mais on est resté sur notre faim. On avait envie de se voir en présentiel, de pouvoir discuter, partager, rencontrer nos partenaires. Et donc, nous avons proposé au comité de pilotage le 17 décembre 2021 d'organiser ces rencontres qui nous permettent de combler cette lacune, ce manque autour de ce projet et qui constitue le moment de clôture de cette initiative. Et puis, puisque vous vous intéressez à l'éducation aux médias, à l'information, vous le savez, entre 2017, le moment de la conception du projet qu'on souhaite partager avec vous pendant ces 2 journées, et puis aujourd'hui,
en matière d'enjeux, en matière de propositions, etc. Il y a eu quand même énormément d'évolutions et donc il nous semblait intéressant de pouvoir aussi réactualiser nos repères sur ce champ de l'éducation aux médias et à l'information. Donc vous l'avez compris, Emidia, c'est d'abord une rencontre entre les acteurs d'un projet européen. C'est un partage de cette expérience et des leçons qu'on peut en tirer avec d'autres acteurs éducatifs, culturels, médiatiques, des collectivités locales, puisque c'est ce qui compose cette assemblée aujourd'hui et demain. Et puis c'est aussi donc un enrichissement de nos échanges grâce à la venue, et on les remercie déjà une première fois, on ne va pas arrêter de le faire pendant 2 jours, à la venue de chercheurs, de formateurs et de porteurs de projets qui ont bien voulu, encore une fois, partager leur expérience et leur point de vue sur l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, mercredi, toute la journée, elle est dédiée à l'éducation aux médias et à l'information à l'école, tandis que demain, on s'interrogera plus et de manière plus inédite, j'allais dire, sur l'éducation aux médias et à l'information hors du champ scolaire, puisqu'il y a de nombreuses propositions en ce sens qui ont émergé, et aussi à l'EMI en direction de publics jeunes spécifiques, qui nous paraît encore une fois important d'explorer. Donc nous sommes ravis de partager ces 2 journées avec vous. C'est une première, donc nous souhaitons en garder la trace, ce qui fait que vous allez être filmés toute la journée et tous les débats qui vont avoir lieu vont être captés et vont pouvoir être rediffusés sur les réseaux sociaux pour reprendre peut-être au calme un certain nombre de propos qui vont vous être proposés. Et je tiens aussi à signaler la présence parmi nous d'étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. Je les remercie d'avoir consacré énormément d'énergie et de temps pour pouvoir se rendre disponibles lors de ces 2 journées. Et ils sont susceptibles de vous interviewer, d'essayer d'organiser, encore une fois, des temps d'échange avec vous pour pouvoir réussir, je le souhaite vivement pour eux, un projet multimédia qu'ils sont en train de réaliser dans le cadre de leur cursus d'étudiants et qui sera mis en ligne dans les prochaines semaines sur le site de l'école de journalisme de Grenoble. Et ben là maintenant, on vous propose d'entrer dans ces journées dédiées aux médias et à l'information, dans les médias, à travers une vidéo qui vous montre en chiffres et en images ce qu'a été parcours pendant ces 4 années de travail. C'était la brigade du général Koenig. Ils étaient à peu près 3000, 3500 soldats contre 30 000 Allemands. Je m'appelle Frédéric Andrès. Donc là, on est devant la forge. J'ai 2 jeunes apprentis, Camille et Alexis. Quand on apprend ce métier, on n'est pas dans l'à peu près. Tant que ça ne va pas, on refait. L'apprentissage et le devoir de mémoire de transmettre le métier, c'est extrêmement important. Bonjour et bienvenue au premier journal télévisé du lycée linguistique de Courmayeur, une édition consacrée à l'impact du Covid sur le tourisme à Courmayeur. Bonjour. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle émission. Maintenant, vous savez tout. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actualités et surtout du développement durable dans notre région. Avec ce travail, on a la possibilité de parler avec les nouvelles générations et de faire le point de qu'est-ce que c'est la condition de la presse aujourd'hui et aussi de former les lecteurs
et les citoyens et citoyennes informés de demain. Les élèves, après formation, deviennent tellement motivés qu'ils nous ramènent eux-mêmes leur sujet en fait. Voilà. Et ils nous disent « Ah ben là, j'ai interviewé telle personne » et ils l'ont fait avec leur téléphone portable. Enfin, donc oui, au niveau de l'engagement, de la motivation et des compétences, on a vu une vraie évolution au cours de la résidence. Oui. Bonjour à tous. Maintenant, nous avons une série de messages d'introduction. On commence par la première adjointe à la mairie de Chamonix, Madame Aurore Termos. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Il me revient le grand plaisir de vous accueillir à Chamonix dans les salons du Majestic à l'occasion de ces journées qui vont clôturer ce magnifique projet Alcotra issu de la coopération transfrontalière entre la France et l'Italie. Alors, je suis très heureuse et puis très honorée, tant en tant que première adjointe du maire Éric Fournier, dont je vous prie d'avoir l'obligeance d'excuser l'absence. Il prend ses congés à cette période-ci. Qu'en tant qu'également conseillère départementale du canton du Mont-Blanc et de surcroît sous le précédent mandat présidente de la 7e commission qui traitait des affaires transfrontalières. Et à ce titre-là, j'ai eu l'occasion, la grande chance de me pencher sur le berceau de ce programme européen très prometteur en termes de contenu. Alors, que vous dire, mais les orateurs précédents l'ont bien signalé, que vous dire si ce n'est que vous n'auriez pu faire meilleur choix que Chamonix pour achever ce parcours. Sans vouloir être par trop chauvine, c'est pas le genre de la maison, ou seulement un tout petit peu dans le sens où nous sommes tous, sans exception, amoureux de nos territoires de montagne et on voit une symbolique très forte dans ce choix que vous avez fait. À Chamonix, berceau de l'espace Mont-Blanc, nos populations, et puis nous-mêmes, les élus, ne faisons pas exception. Nous nous sentons des attaches vivantes et vivaces avec nos voisins italiens et suisses. Unis par la culture montagne, au pied du Mont-Blanc, nous avons l'âme transfrontalière et cette identité se transmet de génération en génération comme une sorte en fait de cordon ombilical un peu élastique avec le territoire qui fait que bien souvent nos jeunes reviennent au pays parce qu'il s'agit ici de ces territoires qui nous habitent plus que nous les habitons et de ces territoires auxquels on appartient plus qu'ils ne nous appartiennent. Ainsi, la question des parcours civiques et professionnels en montagne résonne fortement dans notre ADN et demeure pour nos territoires un véritable enjeu pour demain. Au-delà, faire travailler ensemble des jeunes de nationalités différentes autour d'enjeux partagés, alors qu'on sait la nécessité de la montagne à se réinventer dans un contexte d'adaptation au changement climatique, c'est le défi que demain ils devront relever en tant que citoyens du monde. Et à mon sens, c'est un message d'espoir et de confiance en l'avenir dans un contexte pour le moins incertain et sous certains aspects un peu inquiétants. Se dire que 11 collèges de chaque côté de la frontière partagent une culture commune et des valeurs citoyennes fait chaud au cœur. La déclinaison des chantiers engagés en est un bel exemple. C'est un exemple de ce monde de demain qui est en cours d'éclosion dans un contexte d'urgence écologique marqué par une crise sanitaire mais également sociale sans précédent. Savoir que plus de 4000 jeunes seront des ambassadeurs du message que nous, adultes, quel que soit notre niveau d'implication dans le projet, avons aidé à structurer, donne du sens à notre action même. Ces journées transfrontalières ne sont-elles pas aujourd'hui, plus qu'hier encore, un joli pied de nez à la montée des nationalismes, au repli des peuples sur eux-mêmes et à la menace présente aux portes de l'Europe? Et quant à l'éducation de l'esprit critique, dans un monde où l'information va à la vitesse de la lumière et la désinformation sans doute plus vite encore, il est juste de notre devoir de donner à nos enfants les clés de compréhension de ce monde qui ne prend guère plus le temps de l'analyse et de la réflexion. Là aussi, à Chamonix,
territoire médiatique et médiatisé s'il en est, cette question est prégnante et anime nos réflexions au quotidien, notamment dans le rapport du territoire à la montagne, à la sécurité, au changement climatique et aux questions d'écologie, et puis tout simplement au monde, parce que cette grande médiatisation a un impact à l'échelle mondiale du fait de notre caractère touristique. Donc je ne voudrais pas prendre trop de place, votre programme est très chargé, mais vous l'aurez compris, nous sommes très heureux de vous accueillir ici, car les thématiques abordées dans ce parcours nous parlent indubitablement. Nous sommes très honorés de vous souhaiter la bienvenue pour ces 2 journées qui s'annoncent intenses. Ainsi, au nom de M. Fournier, le maire de Chamonix, et de mes collègues élus, nous ne pouvons que vous remercier pour la qualité des restitutions et productions. Notre ADN transfrontalier, et il n'y a pas besoin de remonter bien loin dans les générations pour que cela se traduise de manière biologique, notre ADN transfrontalier, que l'on pourra appeler la culture montagne, résonne au diapason des travaux que vous avez menés. Donc merci grandement à vous tous, et puis bon vent à tous ces jeunes citoyens du monde de demain que vous avez côtoyés tout au cours de l'avancée du projet. Merci Madame Termos. Alors maintenant, un message de la part de la Vallée d'Aoste, c'est l'assesseur Luciano Caveri, qui est assesseur à l'éducation de l'Université des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des sociétés à participation régionale. Donc voilà ce message. Bonne journée à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous saluer. Je suis malheureusement chez moi en Vallée d'Aoste. Il y a la réunion du Conseil de la Vallée. Et donc, c'était pour moi impossible de pouvoir être présent avec vous directement. C'est un moment important. La vie reprend son cours, on évite les visioconférences, on peut se retrouver dans un moment difficile en Europe, mais il y a un espoir, c'est-à-dire pouvoir discuter entre peuples frères, comme dans le cas des Valdôtains et des Savoyards. Il y a cet espoir de l'Union européenne du futur. Vous avez la possibilité de parler de différents arguments tout le long de ces 2 journées. L'éducation et les médias, c'est un problème important. J'ai vécu dans le passé votre programme, votre projet. Et je trouve que c'est une chose importante. D'un côté, les professeurs qui se rencontrent, les journalistes qui ont la possibilité de connaître les jeunes qui ont la possibilité à leur tour de pouvoir faire de la formation pour mieux comprendre les médias. Aujourd'hui, comprendre les médias est tout à fait nécessaire. Il suffit de voir ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Il y a l'information, il y a les fake news. C'est tout à fait difficile, surtout pour les jeunes, de pouvoir se former une opinion complète. Il faut avoir les instruments. Et donc, je pense que la formation qui s'est passée à travers ce programme, ce projet, est tout à fait importante. J'ajouterai tout simplement quelques éléments sur la coopération territoriale, qu'on appelait auparavant coopération transfrontalière. Eh bien, c'est une vieille histoire qui, de temps en temps, est à même de se moderniser. Nous sommes à la veille d'une nouvelle période de programmation des fonds européens. Et on ne peut pas que rappeler l'importance de la politique régionale. La politique régionale reste pour l'Union européenne un exemple de démocratie et d'attention vis-à-vis de la démocratie locale. Et pour nous, évidemment, le fait de pouvoir annuler l'effet frontière, on revient avec des vieux copains, avec des amis, avec la possibilité de faire rencontrer nos jeunes, c'est une chose tout à fait importante. Au-delà des États-nations, nous avons ensemble le sommet du Mont Blanc, et donc c'est une espèce de symbole, de signe de paix et de la nécessité d'être ensemble
avec les défis que nous avons dans les années à venir. Et donc, je renouvelle mon attention et j'espère que les travaux puissent donner pour la nouvelle période de programmation de belles idées pour avancer ensemble. Maintenant, j'appelle Madame Myriam Lullier, qui est vice-présidente du conseil départemental de l'Haute-Savoie et déléguée pour culture et patrimoine. Oui, venez. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, moi aussi, je suis très fière d'accueillir en Haute-Savoie ces premières rencontres transfrontalières de l'éducation aux médias et à l'information, co-organisées par la région autonome de la Vallée d'Aoste et nos partenaires de l'Académie de Grenoble et la DSDEN de Haute-Savoie. Je voudrais aussi mentionner de façon particulière l'engagement de l'atelier Canopée Auvergne-Rhône-Alpes et de tous ces intervenants qui sont mentionnés dans le programme, et ils sont très nombreux. Je vous signale aussi la présence des étudiants de l'école de journalisme de Grenoble qui vont, comme on vous l'a dit précédemment, réaliser un reportage, un long cours sur l'éducation aux médias et à l'information et sur ces rencontres. Et enfin, un partenariat avec le cinéma Vox qui nous permet de clôturer cette première journée par une projection débat du film Média Crash avec la présence exceptionnelle d'un des journalistes les plus célèbres de France, Edwy Plenel. Et Média, c'est avant tout des rencontres entre les acteurs d'un projet européen, le parcours civique et professionnel en montagne, le PCPEM, qui a débuté en 2018 et s'achève en ce moment après 4 années de coopération, rencontres prévues initialement tout au long du projet, mais avec la crise sanitaire, nous avons dû abandonner les rencontres au fil de l'eau. Et Média, c'est aussi le partage de cette expérience d'éducation aux médias et à l'information avec de nombreux acteurs locaux, des champs éducatifs, médiatiques, culturels ou des collectivités locales. Et Média, enfin, c'est l'opportunité pour notre territoire de réunir des expériences, des évaluations, des recherches et des initiatives pour nourrir nos réflexions et nous permettre collectivement de développer et de qualifier l'EMI dans nos territoires. Car comme l'a très bien rappelé mon collègue élu Luciano Caveri, l'EMI est une nécessité que l'actualité ne cesse de nous rappeler. Et comme toute ambition éducative, l'éducation aux médias et à l'information doit mobiliser de multiples acteurs qui accompagnent les enfants et les jeunes et s'appuyer sur des approches et des temps complémentaires. La période qui nous sépare du début du PCPEM, pourtant toute récente, a montré que de nombreux acteurs se sont engagés dans l'éducation aux médias et à l'information, y compris hors du temps scolaire. Des journalistes, des artistes, des médiathèques, des associations d'éducation populaire, pour ne citer que les plus connus. Cette évolution fera l'objet des travaux de demain qui permettront d'interroger l'éducation aux médias et à l'information en direction des jeunes publics en situation de vulnérabilité, handicap, insertion, difficultés familiales et qui font partie des publics bénéficiaires des compétences sociales du département. Je me réjouis aussi que les services qui ont conçu cette journée de demain aient proposé de donner la parole directement aux jeunes. Environ 220 collégiens seront présents, qui ont vécu cette expérience et pourront s'exprimer aussi sur leurs attentes, sur leurs propositions et surtout sur leur vécu. Cependant, l'éducation aux médias et à l'information doit aussi s'appuyer avant tout sur l'école pour toucher un maximum de jeunes et s'articuler avec les programmes, le socle commun et toutes les disciplines et l'ensemble des projets éducatifs développés au sein des collèges, notamment. Je suis donc très heureuse que malgré le contexte de fin d'année et de sortie de la crise sanitaire, de nombreux enseignants de Haute-Savoie et de la Vallée d'Aoste soient présents aujourd'hui. En qualité de premier partenaire de projets éducatifs menés dans les collèges, le département restera particulièrement sensible à toutes les initiatives prises par chacun d'entre vous pour contribuer à l'ambition fixée par le ministre Blanquer, à savoir la généralisation de l'éducation aux médias et à l'information. Tout comme nous vous accompagnons déjà dans la généralisation de l'éducation artistique et culturelle.
Je sais que la vallée d'Aoste et notre collectivité ont beaucoup apprécié leur coopération pendant ces 4 années et que leurs services ont bien entendu la commande passée lors de notre dernier COPIL du 17 décembre 2021. Concevoir un nouveau projet transfrontalier portant sur l'ensemble des deux territoires pour accroître, diversifier, adapter et qualifier l'éducation aux médias et à l'information en direction de tous les jeunes et de tous les temps éducatifs. Je suis convaincue que ces 48 heures passées ensemble avec vous sauront nourrir leur collaboration et vos initiatives. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents échanges et d'excellents travaux pour ces 2 jours d'échange à Chamonix. Je vous remercie. Merci, merci. Maintenant, Alexandre Winkler, qui est délégué académique aux arts et à la culture de l'Académie de Grenoble. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce bel événement. Monsieur Sadier, le président du conseil départemental, Madame la vice-présidente, Culture et patrimoine, Myriam Lullier, avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, Monsieur le président également de la région autonome de la vallée d'Aoste. Je prendrai la parole au nom de Hélène Insel, qui est la rectrice de l'Académie de Grenoble, et également au nom de Monsieur Damien Petitjean, qui est le directeur adjoint des services de l'éducation nationale. L'éducation nationale, dans ce très beau projet, a apporté des moyens et surtout a permis, avec ses partenaires des territoires, de co-construire un projet. Et le mot de co-construction est un mot qui, pour nous, a une très grande valeur, car il est synonyme à la fois de convergence des ambitions et également de rapprochement des intelligences. Surtout, c'était l'occasion de partager avec le département un intérêt commun pour les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Et comme le rappelait Madame Lullier, effectivement, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans les programmes et inscrit dans ce socle de compétences qui doit être partagé par tous les élèves. Surtout, c'est l'aboutissement d'un projet qui a été porté conjointement par 2 acteurs, le département et l'éducation nationale. Autrement dit, c'était un projet qui, je puis dire, marchait sur 2 jambes solides, avec un objectif général. Cet objectif général, c'est promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire transfrontalier. Premier objectif. C'était également une stratégie. Cette stratégie, c'est développer l'esprit critique. Et notamment développer l'esprit critique à travers l'éducation aux médias et à l'information. Et je remercie véritablement les personnes qui se sont exprimées avant moi de souligner les circonstances historiques, malheureuses, qui font que le développement de cet esprit critique est plus que jamais une nécessité absolue. C'est également un partenaire avec lequel nous avons travaillé, le collectif We Report, et puis des établissements au cœur de cette expérience. Alors pour la France, le collège Geneviève-Antonios de Gaulle à Cluse, le collège Samivelle, le collège Jean-Jacques Gallet, le collège de l'Assomption. Et dans tous les cas, et je tiens vraiment à le souligner, une très forte implication des personnels, des enseignants, des professeurs documentalistes, des chefs d'établissement, sans lesquels cette initiative n'aurait pas pu être portée et n'aurait pas pu rayonner également. Pour moi, ce qui fait le prix, et je dirais le caractère presque exceptionnel de cette expérience, c'est différentes choses. C'est d'abord un rayonnement. Cela a été rappelé par les autres personnes qui ont pris la parole avant moi, mais je le souligne, c'est effectivement un projet qui se déploie des 2 côtés de la frontière, sur une région qui partage le même espace géographique, la même histoire également, et pour reprendre la belle expression de Madame Termoz, sans doute le même ADN également. C'est également une ambition, puisque à travers la découverte d'un métier, le métier de journaliste, il s'agit de développer des projets ancrés dans le territoire, et les images que nous avons pu le voir un petit peu avant le rappellent. Il ne s'agit pas d'une réflexion hors sol, mais il s'agit véritablement d'aller à la rencontre des gens et de mettre ainsi les élèves en pratique. Et en rencontrant les gens, les faisant parler, et en mettant en perspective ce qu'ils disent avec l'éducation aux médias, développer ainsi l'esprit critique. Enfin, c'est une méthode. Et cette méthode, je reviens dessus parce qu'il me semble important de la détailler. Cette méthode, c'est la résidence du journaliste en l'occurrence. Alors, une résidence, c'est un moment d'immersion,
un moment d'immersion de professionnels dans un cadre, et notamment dans un cadre scolaire. Cette résidence correspond à des principes auxquels nous sommes très attachés, c'est-à-dire un moment de rencontre et un moment de pratique. Faire des élèves des acteurs de l'information en les mettant en activité, en leur donnant les moyens de rencontrer, de travailler, d'écrire, de créer des web radios, de faire des articles, voire de réaliser un ouvrage que j'ai eu entre les mains et qui, professionnellement parlant, me semble d'une très grande qualité. Et puis, c'est aborder des questions de fond dans le domaine de l'éducation à l'image et aux médias, comme par exemple, que signifie comprendre l'information, comment la décrypter, comment distinguer la communication de l'information, comment faire le tri plus généralement, et puis, et c'est une question qui en ce moment est d'une extrême pertinence, qu'est-ce que la liberté d'expression? Je terminerai en indiquant que ce projet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un projet qui pour moi est la quintessence même du projet européen. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une priorité donnée à l'éducation de la jeunesse. Et par là, il y a, je crois, un message d'optimisme, et l'optimisme, par les jours qui courent, c'est pas mal. Et la deuxième chose, et j'insiste là-dessus, c'est à travers le développement de l'esprit critique, la promotion de valeurs démocratiques. Et ces valeurs démocratiques, c'est celles qui nous permettent notamment d'être réunis en ce moment et de discuter librement sur un sujet qui nous rapproche. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, le dernier, c'est M. Matteo Salvai, qui est en visioconférence depuis Bruxelles. Matteo, il est attaché à la DG Regio, Commission européenne, relations avec les médias et les médias sociaux. Bonjour Matteo. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. Ok, merci. Je suis très heureux de pouvoir participer à ces conférences et je vous envoie toutes mes félicitations pour le projet. Désolé pour mon français que ce n'est pas parfait, mais j'espère que vous allez entendre bien. Comme les personnes qui ont parlé avant moi, je veux l'efficacité et la bonne... Ça va? Non. Oui, on t'écoute. Ah, ok. Ah oui, ok. Je voudrais juste souligner vraiment l'efficacité de ce projet, que c'est vraiment formidable. J'ai vu aussi des produits qui ont été faits par les jeunes. Je suis très impressionné. Moi, j'ai étudié la communication toute ma vie. J'ai étudié la communication des journalistes. J'ai travaillé dans des journaux locaux, après dans la communication publique. Et à partir de 2013, j'ai travaillé à la commission. Et à la commission, j'ai les deux casquettes que je pense qui sont très liées aux événements d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai travaillé d'abord à la direction générale pour la politique régionale, qui s'occupe aussi des projets transfrontaliers et aussi d'Interreg. Alors, je passerai un très bon mot à mes collègues sur ces projets parce que vraiment c'est très efficace et très dans l'esprit européen. Et deuxièmement, je me suis occupé de la désinformation, de la lutte à la désinformation, à la direction générale de la communication. J'avais préparé une petite présentation sur qu'est-ce que fait l'Europe sur la désinformation. Si vous voulez, je peux le montrer, mais je dois juste partager un second l'écran, mais je vais essayer d'être très vite. Vous voyez? Oui. Ok, juste vraiment deux choses. Qu'est-ce qu'on fait sur la désinformation au niveau européen et qu'est-ce que vous pouvez faire avec en tant qu'individu avec des projets locaux? La première chose que c'est
très important de chercher, de trouver une définition de qu'est-ce que c'est le fake news. On n'utilise pas vraiment le terme fausse nouvelle, fake news, parce que c'est trop général. Alors, il y a un très nombre de communications où on cherche vraiment d'identifier qu'est-ce que c'est la question là, et on fait justement une différence entre la désinformation et la misinformation. La désinformation, elles sont des informations manifestement fausses, créées, présentées, diffusées dans un but lucratif pour tromper intentionnellement le public. La grande différence entre la misinformation et la désinformation, c'est exactement ça. S'il y a l'intention de tromper le public, d'un côté de la misinformation, c'est pas exactement ça, mais c'est justement les personnes qui partagent des informations, mais ils n'ont pas vraiment l'intention de tromper le public. Après, si on regarde un peu plus au-dessus de ça, il y a d'autres niveaux, si je peux dire comme ça, des informations. La première, c'est on appelle l'opération d'influence, c'est-à-dire que ce sont des efforts coordonnés par des acteurs qui soit sont domestiques ou qui viennent d'autres pays, d'influencer un target spécifique. Après, vous voyez, il y a l'interférence vraiment qui vient par des États étrangers. Et ça, c'est un sujet très, très délicat. On voit ça énormément dans la guerre en Ukraine maintenant. Juste pour vous donner des exemples, si on parle avec la misinformation, on a eu beaucoup pendant la période de la Covid, surtout au début, quand on a reçu, tout le monde a reçu des messages de nos amis, des trucs sur les réseaux sociaux qui nous invitaient à essayer de manger de l'ail, de faire d'autres choses. Et là, il n'y avait pas les personnes qui voulaient nous tromper et nous faire du mal, mais c'était une information qui n'était pas crédible, qui a été partagée comme ça. Mais si on passe à la désinformation, et là, vous voyez très bien qu'est-ce que je voudrais dire avec l'idée de tromper intentionnellement le public, c'est si on reste, par exemple, dans la guerre en Ukraine, la Russie est en train de passer des narratives sur le massacre qui est passé à Bucha, qui est vraiment fait exprès pour ça, c'est-à-dire de chercher d'avoir de la confusion, des messages qui sont contradictoires pour empêcher de trouver qu'est-ce que c'est la vérité sur ça. Je laisserai le reste et je me concentrerai sur la question pourquoi c'est dangereux. Si on a beaucoup de recherches qui ont dit que les Européens pensent que c'est un problème pour la démocratie en Europe, que les Européens rencontrent la désinformation d'une façon très, très régulière. Et alors, cette désinformation peut avoir des conséquences très, très graves, telles que menacer notre démocratie, polariser les débats et aussi mettre en danger quelquefois la santé, la sécurité et l'environnement. C'est pour ça qu'au niveau aussi européen, mais aussi national, on s'occupe de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de pistes de travail qu'on poursuit. Moi, je vais juste souligner un, deux, trois qui peut-être peuvent introduire aussi la journée d'aujourd'hui. Le premier pas, c'est-à-dire qu'on doit détecter qu'est-ce qu'il y a, analyser et l'exposer. Par exemple, les services de relations externes de l'Union européenne, qui est un peu comme le ministère des Affaires étrangères, a créé une task force qui s'appelle EU versus Disinfo, qui est très concentrée sur la désinformation qui vient du Kremlin, de la Russie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent tous les médias russes et cherchent d'exposer les types de narratifs qui sont utilisés pour passer des messages qui sont vraiment déceptifs. Et ça, si vous auriez la possibilité de voir le site web, il y a dans les derniers 3-4 ans, ils ont, on dit, de banques, presque 15 000 cases de désinformation. Ça, c'est vraiment le premier pas. La deuxième pas, c'est vraiment que le problème de la désinformation, c'est tellement
international, il n'y a pas de border, qui l'État membre et les institutions européennes, ils doivent travailler ensemble. Comment on fait ça? Par exemple, il y a un système qui s'appelle Rapid Alert System, qui est une plateforme où on échange les informations entre les institutions européennes et l'État membre. L'État membre, ils peuvent signaler. On a maintenant une attaque sur des informations qui viennent et voir si ça passe aussi dans notre État membre. Et ça, c'est très important parce qu'il faut détecter les attaques sur des informations en façon très rapide. Et après, très récemment, le Parlement européen a créé une special committee vraiment qui s'occupe exactement de ça. Alors, comme vous voyez, le niveau d'attention politique, c'est très élevé pour le moment dans le domaine de la désinformation et mise en formation et tout ça. Dans 2010, l'Union européenne, la Commission a essayé pour la première fois de chercher de travailler avec toutes les plateformes qui social media. C'est-à-dire qui a fait un code de bonnes pratiques qui a été adopté dans le 2018, c'est-à-dire que les grands réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mozilla, Microsoft, Twitter et après TikTok, ils ont signé ce code de bonnes pratiques qui où il y a des dispositifs et ils se sont engagés pour avoir un renforcement des dispositifs de modération, essayer de mettre en valeur les informations plus fiables et tout ça. Et par exemple, pendant la Covid, on a eu un monitoring programme avec toutes les plateformes où les plateformes ont envoyé des reports à la Commission pour dire on a fait ça, pour chercher de mettre en valeur les informations qui sont plus reliable, je ne sais pas comment dire ça, sont plus véritaires et chercher de démonter les informations qui sont fausses. Et ça, c'était déjà un bon premier pas, mais c'est encore, on dit une soft law, c'est-à-dire c'est un code de pratique où c'est autorégulatoire, c'est pas vraiment en loi. Mais la grande nouvelle, c'est-à-dire que à décembre 2010, la Commission européenne a présenté pour la première fois dans le monde une loi pour réguler le grand plateforme web il y a deux lois, Digital Services Act et Digital Market Act, qui viennent d'être approuvées il y a juste 3 semaines de co-législateurs, c'est-à-dire le Conseil européen et l'Union européenne. Et ça, c'est la première tentative de mettre en des règles, des lois pour chercher de régler les plateformes web. Sur la droite, vous voyez hier, c'est un tweet d'hier du commissaire Thierry Bertrand qui a rencontré Elon Musk qui vient de, comme vous savez, acheter Twitter et a expliqué qu'est-ce que c'est ça et qu'est-ce que ça signifie pour Twitter et toutes les autres plateformes, qu'il y aura maintenant des règles contraignantes pour les plateformes. C'est-à-dire que d'ici à 2-3 ans, on espère de voir des résultats très concrets et effectifs sur ça. Après, ça c'est assez en ligne avec le projet que vous avez fait. L'Union européenne a établi ce qu'on appelle des observatoires sur les médias numériques, où il y a un premier. Le premier siège, c'était en Italie, à Firenze, mais maintenant, il y a d'autres observatoires. Et l'idée, là, c'est de mettre ensemble les fact-checkers, les vérificateurs de faits, avec les universitaires et les autres parties prenantes concernées afin de soutenir des décisions politiques et de comprendre jusqu'au fond de qu'est-ce que c'est ça. Et exactement la chose que vous faites, c'est-à-dire que l'Union européenne aussi est en train de financer différents projets, comme le vôtre, sur l'éducation aux médias. Et après,
sur la slide, vous voyez aussi, il y a un European Media Literacy Week qui se tient chaque année. Il y a eu une pause pour la Covid et l'idée, c'est exactement les choses que vous faites en échelle un peu plus, en échelle européenne. Et sur la droite, vous voyez un outil qu'on a préparé exactement pour les enseignants pour faire des classes, pour donner des classes et d'expliquer aux étudiants qu'est-ce que c'est la désinformation. Après, ok, ça c'est clair. J'ai vu que vous avez travaillé aussi avec les médias, des médias locaux. Il y a des projets pour soutenir le journalisme. Après, j'avais aussi une partie sur qu'est-ce que vous pouvez faire, mais le moment que j'ai vu qu'est-ce que vous avez déjà fait, je pense que je peux éviter ça parce que vous savez déjà tout ça, comment devenir une sorte de mythbuster, comment vérifier les sources, comment regarder l'information. Comment il y a aussi la possibilité, si vous savez bien, de report ça aux plateformes si vous rencontrez des informations qui sont fausses sur votre social media, tout ça. Et après, comment parler à la famille et les amis si on rencontre. Je pense qu'il y a eu énormément de discussions avec les amis et la famille, surtout sur la Covid, sur la vaccination. Et là, on propose des petites idées, comment faire à parler avec les personnes qui sont nous proches, qui vient exactement de ce livre qui s'appelle The Debunking Handbook. Je vous conseille de le lire. C'est fait par un professeur australien qui a vraiment étudier et analyser comment chercher de faire du debunking, exposer des informations fausses et quel type de technique on peut utiliser pour faire ça. Et l'autre suggestion, c'est une autre petite publication sur le rapport entre la technologie et la démocratie. Ce sont des petits outils que peut-être dans le futur, si le projet se va poursuivre, vous pouvez utiliser. Je pense qu'avec ça, je peux terminer ma présentation et rentrer ici, si ça fonctionne. Allô? Oui, oui. Alors. Et ok, c'était un peu vite. Je voulais juste vous donner un peu l'idée de qu'est-ce qui se passe au niveau européen, mais vraiment, je suis très, très impressionné par la valeur de votre projet. Et j'imagine que vous aurez deux jours très intéressants de discussion. Et après, si je suis vraiment disponible dans le futur, si vous voulez savoir plus sur des sujets qui sont liés à la désinformation, à l'information en général qui vient de l'Europe, je suis très disponible de vous rencontrer aussi en bilatéral ou dans une autre occasion. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour cette invitation. Et encore, désolé pour le français qui c'est encore un peu, comment dire, pas parfait. Merci beaucoup. Merci Matteo, merci bien pour ton intervention. On a bien compris que à travers les différentes voix qu'on a écoutées, on a senti cette gouvernance au multiniveau qui se fait à partir des projets, des aspects concrets et de différentes institutions qui participent, institutions locales, européennes, régionales, il y a de l'État. Donc il y a un travail qui est collectif. Maintenant, après ces interventions, on passe maintenant aux ateliers. Donc, je vous donne déjà quelques informations pratiques. Les ateliers vont durer une demi-heure. Il y a une signalétique pour les retrouver sur votre badge. Vous avez aussi le groupe d'appartenance. Pour ceux qui n'ont rien sur le badge, et par exemple les intervenants, bien sûr, vous pouvez joindre le groupe que vous préférez.
Hein. Ici derrière, il y a aussi la répartition des ateliers brise-glace dans les différentes salles que vous pouvez retrouver. Donc, vous avez plusieurs ateliers en médiasphère, le jeu accompagné par le réseau Canopé. Puis, il y a l'atelier décryptage images de presse qui est avec Alberto Campi, qui est journaliste, photojournaliste basé à Grenoble et membre du collectif We Report et qui a aussi participé aux résidences journalistiques. Il est un très bon photojournaliste. Et puis, Fake Off, qui est un atelier animé par Lucille Bertrand, journaliste, réalisatrice TV et cofondatrice du réseau Fake Off. Et donc, on se retrouve ici, je crois, vers 10h40. Vous aurez une petite pause café avant, mais on va vous ramasser des ateliers pour revenir dans la salle. OK? Et alors, vite aux ateliers, comme ça, on va récupérer un peu de temps. Merci.